Chers amis, bonjour, merci de regarder cette vidéo YouTube. On a fait 2 vidéos Facebook live la semaine dernière pour expliquer le risque et le danger des actions qui étaient en train d'être menées à l'heure actuelle par un certain nombre d'associations et d'élus pour effectuer des demandes pour interdire la pêche au vif. J'ai expliqué dans les vidéos que leur objectif était bien plus large que la pêche au vif et que c'était l'interdiction de la pêche dans sa totalité. J'ai fait une deuxième vidéo live pour expliquer une des méthodes de manipulation, en tout cas une arme de guerre qui était le sondage. Aujourd'hui, là, on va aller plus loin. On va aller clairement plus loin et je vais vous parler, tout simplement, l'objectif de cette vidéo, c'est d'évoquer la stratégie du parti animaliste pour parvenir à interdire la pêche. On va parler de leur stratégie. Tout d'abord, on va parler de la genèse de cette réflexion, de la genèse du parti. L'idée, c'est que vous compreniez bien quelle est l'essence même de ce parti. Il faut que vous compreniez l'essence du mouvement pour bien comprendre pourquoi et où ils vont et où ils veulent aller. Ensuite, on abordera le parti animaliste en tant que tel. C'est quoi? Sa création, ses adhérents, ses faits d'armes, ses élus. On abordera ensuite la stratégie. Quelle est la stratégie de ce parti pour interdire la pêche? Ensuite, je vous expliquerai pourquoi le risque va grandir. Ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi la pression va monter. Et ensuite, j'évoquerai avec vous les risques sur un certain nombre de villes qui sont déjà, je dirais, dans le viseur à l'heure actuelle, sur lesquels il s'est déjà passé des choses ou sur lesquels il va se passer des choses. La stratégie du parti animaliste. Alors, la genèse du parti. C'est un parti, d'abord, qui est basé sur les théories philosophiques de l'animalité. Alors, les théories philosophiques de l'animalité, c'est pas hyper vieux, il y a forcément eu des réflexions depuis très longtemps sur ces sujets-là, mais ça a vraiment bougé avec je dirais une première étape avec deux auteurs clés comme Peter Singer et Tom Regan dans les années 70-80. L'éthique animale. On a commencé à réfléchir à l'éthique animale. Puis une deuxième vague avec Elisabeth de Fontenay et Jacques Derrida, l'humanisme à l'épreuve de l'animalité. Et tout de suite, on a abordé dans la foulée, je dirais, une troisième vague qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Cette troisième vague, c'est comment... Alors, il y a une philosophe que vous allez retrouver très souvent sur YouTube, Corinne Pelluchon, qui est animaliste, qui explique que cette troisième vague, c'est se mettre sur une trajectoire où les choses changent. On a réfléchi à l'animalité, on a pensé à l'éthique animale, on a pensé à l'humanisme à l'épreuve de l'animalité. Et maintenant, eh bien, on se met dans une disposition à essayer de vouloir changer les choses. On va se poser la question, comment politiser la question animale? La politique comme zoopolitique. Alors, ça, c'est récent, c'est 2011. Le parti animaliste, l'association Paris Animaux Zoopolis, se réfère à un livre majeur pour eux, qui est Zoopolis. Zoopolis, une théorie politique du droit des animaux. Ça date de 2011. C'est Sue Donaldson et Will Kymlicka qui sont à l'origine de ce livre. Philippe Régnier de l'association Paris Animaux Zoopolis, il explique que Zoopolis, ça constitue la doctrine de l'association. Il le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement sur Internet, sur YouTube. Paris Animaux Zoopolis est une association à objectif politique.
l'objet même de l'association. Quand vous allez sur les journaux officiels et que vous regardez Paris Animaux Zoopolis, vous trouvez ça. L'objet de l'association PAZ a pour objet d'améliorer la situation des animaux sans distinction d'espèces, association dite antispéciste, en mettant en œuvre les principes de Sue Donaldson et Will Kymlicka dans leur ouvrage. Donc c'est très clair, c'est une association objectif politique. Si on revient sur Zoopolis, qui est ce livre, cette doctrine de l'association, quels sont les apports de Zoopolis? Un double apport, nous dit Paz. Remise en cause de la distinction bipartite entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Il n'y a pas uniquement les animaux domestiques et les animaux sauvages. Ensuite, on va appliquer des statuts différenciés aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux animaux liminaires. Il y a une troisième catégorie d'animaux, les animaux liminaires, on va en parler dans quelques instants. Il propose d'accorder en fait des droits différenciés aux animaux en fonction de leur catégorie. En accordant une forme de citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer dans la société dans laquelle ils vivent par le biais d'êtres humains, bien évidemment, pour les animaux domestiques. Ils accorderaient une certaine souveraineté aux animaux sauvages sur leur territoire. Ça, c'est important. Et puis ensuite, un statut de résident pour les animaux liminaires. On va se focuser aujourd'hui, on va arrêter la philosophie, on va arrêter la discussion autour de Zoopolis, mais on va quand même se focuser sur les animaux sauvages. Pourquoi? Parce que les poissons sont perçus dans leur analyse, dans leur vision, comme des animaux sauvages. Les animaux liminaires, vous savez, c'est la troisième catégorie que j'ai évoquée tout à l'heure. Eh bien, ce sont les animaux qui vivent en cohabitation permanente avec l'homme. Les rats, les pigeons, les souris, les écureuils et autres, on ne peut pas les exclure de notre mode de vie. Ils vivent avec nous et il faut cohabiter avec ces animaux. Les animaux sauvages, je disais, devraient disposer d'une certaine souveraineté. C'est-à-dire des espaces propres, devraient pouvoir disposer d'espaces propres sans que l'homme ne puisse vraiment intervenir. L'homme ne serait perçu ainsi que comme un visiteur. Alors, la souveraineté des animaux sauvages, elle est destinée à mettre l'accent, je dirais, sur deux revendications clés. Premièrement, les animaux sauvages ont le droit à la terre, aux ressources et à l'écosystème dans lequel ils interagissent, dans lequel ils vivent. Deuxièmement, ils ont droit à une certaine autodétermination. Ça veut dire qu'ils ont le droit que l'homme n'interviendrait pas, qu'ils vivent sur des espaces qui sont les leurs, et qu'ils ont droit à autodéterminer globalement leur vie, leur destin. Alors, il y a un autre point important pour les animalistes, vous l'avez lu, vous l'avez vu assez régulièrement. Les animalistes considèrent les animaux, grande majorité, comme des êtres sentients. Alors ce mot signifie un élargissement en fait du champ de compétences animales jusqu'à évoquer de la conscience, la capacité de ressentir des émotions, la capacité de ressentir la souffrance. Globalement, finalement, comme un être humain. Les écologistes, les animalistes, pardon, ne supportent pas la souffrance animale. Alors vous allez me dire, on entend beaucoup parler les écolos. C'est autre chose. Il ne faut pas confondre les animalistes avec les écologistes. Eras, Nervurax Fishing, expliquait l'autre jour dans une excellente vidéo qu'il considérait, en tout cas, que l'écologie considérait la nature comme des systèmes imbriqués et les écologistes défendent la nature comme un tout, comme un ensemble. Alors que l'animalisme, lui, considère l'animal comme un individu avec des droits et des responsabilités. Vous voyez, c'est pas la même chose.
encore une fois, la souffrance d'un animal pour les animalistes est insupportable. Alors, pourquoi, maintenant, avec ce que je viens de vous dire, l'interdiction de la pêche est chez eux évidente? Bien, nous n'avons pas à intervenir sur des territoires souverains, des animaux sauvages. Les poissons sont des animaux sauvages. Donc globalement, on devrait intervenir que comme des visiteurs, pas interagir dans leur écosystème, c'est-à-dire en pêchant. Et la sentience du poisson est démontrée. Il y a des scientifiques qui expliquent que le poisson ressent la souffrance et ainsi de suite, selon leurs analyses. Et donc, il est impossible de faire souffrir des êtres vivants, des poissons, des animaux. Donc vous comprendrez qu'à partir de là, c'est pas que la pêche au vif qui est en question, c'est la pêche dans sa globalité, puisque c'est en contradiction totale avec leur philosophie. Y compris le no-kill, parce qu'ils estiment que 90%, vous avez peut-être vu la vidéo, l'excellente vidéo de Philippe Carrière, où il explique qu'il interroge une militante de L214 qui lui explique que 90% des animaux dans le no-kill, des poissons dans le no-kill meurent tout simplement. Hein, voilà. Donc quand on méconnaît complètement les pratiques, eh bien ça aboutit à ça. Donc de toute façon, la sentience du poisson fait que on peut pas pêcher. La pêche est impossible. Donc c'est bien la pêche qui est visée par les animalistes. La première étape, c'est peut-être la pêche au vif, mais ou toute autre pêche facile à interdire. Alors, on va passer maintenant à la deuxième étape. Le parti animaliste. Donc vous avez vu que ça vient d'une théorie politique, de Zoopolis, 2011, ainsi de suite. Encore une fois, Corinne Pelluchon nous explique comment on se met dans un rôle d'action et comment on espère changer les choses et comment on procède pour changer les choses. Eh bien, pour changer les choses, on est dans le domaine politique ici. Eh bien, pour changer les choses, eh bien, on a créé un parti. Donc ce parti, en France, a été créé en 2016. Environ 2000 adhérents en 2017, environ 5000 adhérents selon Hélène Touy, qui est la coprésidente de ce parti, en 2020, je crois. Je ne sais pas forcément les chiffres fin 2020, c'était début 2020. Donc on peut peut-être estimer qu'il y a plus d'adhérents à l'heure d'aujourd'hui. C'est un parti qui est monothématique, c'est-à-dire uniquement centré sur la thématique animale. Il ne va pas réfléchir à d'autres sujets, à l'économie dans son sens large, au rapport sociétal de l'homme, ainsi de suite. Non, pas du tout. Non, non, il va se focuser sur cette thématique, la thématique animale. Un point fondamental dans ce parti, la logique d'alliance. Pour l'instant, les stratégies sont faites pour être changées, mais pour l'instant, ce parti n'engendre pas, ne s'oriente pas sur une logique d'alliance coûte que coûte pour essayer d'être élu au maximum, quoi qu'il en coûte. Non, c'est pas du tout la logique. Et ça, c'est illustré par une campagne de signature de leur charte au municipal. Ils ont demandé à tous les candidats qui se présentaient au municipal et qui voulaient se prévaloir d'être quelque peu animalistes dans leur discours, ou en tout cas d'engager des alliances avec le parti animaliste, eh bien de signer la charte, pour confirmer qu'ils étaient bien d'accord et qu'ils étaient prêts à engager des mesures pour les animaux, pour l'animalité. Mais ceux qui ne signaient pas cette charte, eh bien, des alliances se sont refusées. Donc il n'y a pas une stratégie d'alliance coûte que coûte. On verra ce qui s'est passé au municipal un petit peu plus tard. Mais c'est un point très important. Sandra Krief, j'espère que je prononce bien le nom de Madame Krief, elle précise que les alliances, Sandra Krief, c'est une élue du parti animaliste à Grenoble. Voyez Grenoble, c'est pas au hasard. Hein. Précise que les alliances, si elles doivent se faire, si elles se font, c'est qu'elles doivent se faire, c'est-à-dire que le parti dispose de garanties réelles sur
sur sa capacité à pouvoir adresser l'animalité, à pouvoir effectuer un certain nombre d'actions et pouvoir en fait être efficace dans leur démarche. Selon Hélène Touy encore, notre but est double: porter au pouvoir des animalistes sincères pour défendre la revendication animale, mais aussi convaincre l'ensemble des sensibilités politiques de s'emparer de la cause. Extrêmement important. Ensuite, les élections législatives, les premières élections du parti. Ça, c'est fondamental. En 2017, première élection du parti animaliste en France, les législatives. Le parti obtient 1,1% des suffrages exprimés, ce qui est loin d'être ridicule, dans 142 circonscriptions. Comme ils ont dépassé les 1% dans plus de 50 circonscriptions, ils ont droit à un financement public. Hein, ils ont fait plus de 1% dans 86 circonscriptions. Donc pour les législatives, 142 circonscriptions, c'est important. Hein. Donc c'est évidemment plus facile, puisqu'il y a besoin d'un seul candidat pour les législatives. Enfin, suppléant, mais c'est différent. Mais par contre, on verra pour les municipales, c'est autre chose. Oui, donc ils ont eu droit à un financement de 90 000 € par an, qui était amputé de 30 000 €. Donc ils ont eu finalement que 60 000 € parce qu'ils n'ont pas respecté la parité. Il y a trop de femmes dans le parti animaliste, il y a 62% de femmes. Hein. Comme quoi la parité, heureusement, c'est logique, ça va dans les deux sens. Hein. Donc une première réussite, les élections législatives de 2017. Élections européennes de 2019, le parti animaliste présente également une liste avec à sa tête l'avocate bordelaise Hélène Touy. Bordeaux, ça fait tilt dans votre tête, amis pêcheurs, parce que vous l'avez lu un peu partout. Cofondatrice du parti animaliste. Soutenue par la liste Brigitte Bardot, la fondation Brigitte Bardot, la liste compte un certain nombre de personnalités dans ses rangs, hein, comme la veuve de Michel Rocard, Sylvie Rocard, ou encore Henri-Jean Servat, le chroniqueur qu'on voit de temps en temps à la télé. À l'occasion de ces élections européennes, ils ont rejoint une coalition de partis animalistes européens, Animal Politics EU. Il y a une coalition forte au niveau européen, ils ont rejoint cette coalition, hein, et ils ont fait un bon résultat puisqu'ils ont fait 2,17% des suffrages exprimés. Je crois que c'était 490 000 voix de mémoire. Et ce résultat est considéré comme un bon résultat, une surprise par les médias. Coût de l'élection estimé 260 000 pour le parti. Vous voyez. Arrivent les élections municipales de 2020. 2020, alors élections municipales, c'est plus compliqué parce qu'ils ne peuvent pas présenter autant de candidats qu'aux législatives. Par contre, ils ont plus de chances, du fait du scrutin, de pouvoir être élus, de pouvoir disposer d'élus. Le parti répond négativement à la main tendue par les écologistes, par EELV. Vous voyez, on a tendance à faire parfois un amalgame écologiste-animaliste. Attention, EELV souhaitait évidemment reprendre des votes animalistes et donc les inclure dans leur liste. Ils ont dit non. La stratégie d'alliance, encore une fois, hein, pas de stratégie d'alliance coûte que coûte. Et là, ils ont présenté une dizaine de listes, je crois, enfin un peu plus, avec à leur tête des personnalités de toute sensibilité politique. Ça, c'est un point important aussi. Et autant, finalement, d'alliances locales. Il y avait des listes partis animalistes, puis il y avait aussi des alliances locales, justement, vous savez, parce qu'ils ont obtenu des garanties. Ils se sont alliés avec les Verts à Paris, ils se sont alliés avec la France Insoumise à Angers ou Orléans, ou encore côté divers gauche à Metz. Donc vous voyez, le scope est large en termes d'alliance.
c'est pas uniquement, mais ça on va le voir, c'est pas uniquement des animalistes qui portent ce discours animaliste. C'est ça aussi qui est dangereux. Alors, si on prend la liste des candidats, hein, ils ont eu 12 élus. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais l'important, c'est pas de lire les noms sur la liste, c'est sur Wikipédia, hein, donc vous pouvez y accéder facilement. On va retrouver des noms comme Duška Marković, dont on va reparler tout à l'heure. Hein, liste ELV PS à Paris. 18e arrondissement de Paris, délégué à la condition animale. On va retrouver des gens comme Sandra Krief, que j'ai cité, à Grenoble, Giovanni Reccia, à Melun, à Boulogne-Billancourt, à Fontenay-aux-Roses, à Montpellier, à Nantes, à Rambouillet, à Saint-Denis, à Vitrolles et à Brétigny-sur-Orge. Des petites communes, des grosses communes, il y a un peu de tout. En tout cas, ce sont des gens qui sont élus. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie, la stratégie. On va maintenant étudier les différents axes de leur stratégie. Pourquoi les conseils municipaux? Tout d'abord, il faut préciser que c'est le mode de scrutin qui... C'est un scrutin majoritaire plurinominal, donc avec plusieurs noms hein, sur les listes, à 2 tours, qui fait qu'on a, et aussi la possibilité des alliances, de pouvoir disposer d'élus majoritaires, minoritaires, plus facilement pour le parti. C'est la meilleure façon d'accéder au pouvoir immédiatement pour eux. Donc c'est une élection excessivement importante. Ensuite, bien évidemment, c'est la meilleure façon pour eux d'influer, de faire de la vraie politique, d'influer sur la politique locale. Quand on parle de vœux au Conseil de Paris, quand on parle de vœux à Grenoble, c'est influer sur la politique locale, en émettant des vœux et en organisant des actions concrètes. Selon Paz, l'idée de départ est de dire que si Paris arrive à bouger, ça influencera fortement les autres communes et peut-être globalement la France. Paz, ils visent quoi, eux? C'est Paris, Animaux, Zoopolis, donc ils visent les conseillers de Paris, les conseillers d'arrondissement, les adjoints, les maires d'arrondissement, Madame le maire, Anne Hidalgo, et ainsi de suite, dans leur propagande, dans leur discussion. Et ils visent à influer sur ces gens-là. Et pas uniquement d'y aller seul et de passer un discours animaliste, non. Ils souhaitent écarter, avoir une vision plus large sur l'échiquier. À chaque fois, leur objectif de Paz, principal hein, au Conseil de Paris, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un Conseil de Paris, ils veulent mettre une question sur l'animalité sur la table, à travers un vœu par exemple. Donc ils veulent continuellement alimenter le sujet autour de l'animalité. À Grenoble, alors Sandra Krief, elle, je vous ai expliqué qu'elle avait obtenu des garanties. Elle a obtenu des garanties d'une personne qui s'appelle Éric Piolle, le maire maintenant de Grenoble. Elle est déléguée à la condition animale. Ça veut dire qu'elle a un budget, ça veut dire qu'elle a un chargé de mission qui travaille pour elle, elle a globalement des moyens pour déployer sa politique. Donc vous voyez, c'est une stratégie payante, hein. Ils ont un élu, ils ont des alliances mais contre des garanties, et elle peut déployer les choses, et ben, elle fait parler d'elle, hein, notamment avec le vœu sur l'interdiction de la pêche au vif. Elle est également conseillère métropolitaine, hein. Grenoble c'est 40 communes, donc effectivement elle peut peser, je dirais largement, sur un écosystème assez important hein, de communes. Alors, les élus, évidemment, les élus locaux, hein, on peut considérer que c'est globalement, désormais, hein, le bras armé du parti. C'est eux qui font parler d'eux. Quand on entend volonté à Bordeaux d'interdire la pêche sur le lac, quand on entend vœu au Conseil de Paris, quand on entend vœu à Grenoble, c'est les élus municipaux.
alors, cette ouverture et cette volonté de convaincre toutes les sensibilités politiques, elle a déjà été réalisée dans les faits. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, je vous ai lu tout à l'heure, hein, l'objectif c'est de voir très très large, eh bien, et de faire passer des idées au-delà du courant animaliste, c'est déjà fait. En 2018, je vais citer un certain nombre de noms, vous vérifierez. Claire Aupetit, La République En Marche. Question à l'Assemblée au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur la pêche au vif, le 9 avril 2019. Fin 2020, Pierre-Yves Bournazel, du groupe Agir, globalement des centristes, questionne le ministre de la Transition écologique sur la pêche au vif à l'Assemblée. Alexis Govsian, j'en ai parlé sur un post Facebook l'autre jour, La République En Marche, et son vœu au Conseil de Paris sur la pêche au vif. Corinne Vignon, on la voit beaucoup en ce moment sur Facebook, députée de La République En Marche Haute-Garonne, le 26 mars 2019, demande l'interdiction de la pêche au vif à l'Assemblée. Question parlementaire. Danielle Simonet, toujours pas une animaliste, La France Insoumise, conseillère de Paris, et son vœu sur l'interdiction de la pêche tout court. En 2018, elle a demandé l'interdiction de la pêche à Paris. Ce vœu n'avait pas été voté, pas été accepté. Mais la France Insoumise. Alors Danielle Simonet, elle a une position très proche des animalistes. Hein. Je vais vous faire écouter quand même... vous savez, je vous ai parlé tout au début de sentience animale, l'incapacité de faire souffrir les animaux. Alors, on a parlé des animaux sauvages. Là, notamment sur les rats. Voilà sa position. Les rats sont des animaux liminaires. Hein. Alors, vous allez voir, parce que... Arrive Danielle Simonet, conseillère de Paris, La France Insoumise. Moi, j'ai une phrase de Louise Michel que j'aime bien, qui montre que la question animale, c'est pas une question, une prise en compte si récente. Elle disait, Louise Michel, plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Elle a signé les 12 propositions de l'association animaliste qui vont... 12 propositions, elle a signé les 12 propositions du Parti animaliste. De la fermeture de la ménagerie de Paris à la création d'un monument en mémoire des animaux de guerre, à l'interdiction de la pêche à Paris, ou encore la protection des animaux liminaires. Ça va être par exemple les pigeons, ça va être les rats. On peut limiter la population de rats sans forcément tuer les rats. Parce que c'est un truc de dingue, hein, mais les rats, ils n'aiment pas la menthe, ils n'aiment pas l'eucalyptus, ils n'aiment pas... Il y a tout un tas de plantes comme ça. Si vous en mettez dans vos parcs et jardins, tout simplement ça permet de faire repousser les rats. C'est exactement. Alors vous voyez la position de Madame Simonet, on est complètement animaliste. Hein. Elle n'est pas animaliste, mais elle est complètement animaliste. Les rats, il ne faut pas les tuer. Il faut mettre un petit peu de menthe, hein, et puis ça se passe bien. Ils s'en vont quand on met de la menthe. Mettez tous de la menthe dans vos caves. Danielle Simonet nous a aidés aujourd'hui, comme elle l'a fait. Ça, vous le retrouvez sur Internet, hein, sur France Inter, il me semble. Une interview. C'est toujours intéressant. Mais vous voyez qu'il y a quand même une logique un peu parfois extrémiste hein, derrière. Hein. En tout cas, qui va chercher très très loin. Hein. Alors, j'ai cité Madame Simonet, Pierre Urmic à Bordeaux. Vous savez, le sapin de Noël, c'est Pierre Urmic. Aussi, hein, des positions animalistes. Pierre Lortic, d'Hiver Gauche, à Bordeaux. Donc Pierre Urmic, vous savez, c'est en ce moment l'interdiction de la pêche là, sur le lac. Étonnant. Douchka Markovic, alors n'oubliez pas ce nom parce qu'on la voit partout, hein, Douchka Markovic, et son vœu au Conseil de Paris contre la pêche au vif. Et on écoutera Douchka Markovic tout à l'heure sur la stratégie. Éric Piolle, le maire de Grenoble, et notamment son soutien auprès de Sandra Krief, il lui donne les moyens de faire appliquer sa politique. Donc tous ces gens-là, vous voyez, ne sont pas forcément des animalistes. Hein. Douchka Markovic est animaliste, mais c'est la seule parmi les noms que j'ai cités. Donc il y a des gens de chez LV, il y a La République En Marche, il y a Agir, il y a ainsi de suite, il y a la France Insoumise, d'hiver gauche, d'hiver droite. Je pense qu'on peut en trouver globalement
pas loin dans tous les partis. Je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, vous voyez que c'est quand même très large. Donc on peut se poser quand même à un moment donné la question de la récupération électorale. Est-ce qu'on peut vraiment influencer sur Paris sans avoir quelques positions écologiques, sans avoir un peu une vision un peu écologiste, boboïste, animaliste? Bah, c'est peut-être effectivement la bonne façon de faire. Donc là, bah, on a tendance à vouloir déborder un peu sur son champ de compétences et son champ d'idées, de propositions, et aller chercher des propositions un peu ailleurs. Je sais pas, c'est mon opinion, c'est tout. Voilà. Le Monde, 27 février 2020, écrivait « L'amour des bêtes, ni de gauche ni de droite, continue d'adoucir à bon compte l'image des hommes et des femmes politiques. » Ben oui, quand on parle d'animaux, quand on parle du bien-être animal, ça adoucit globalement sa vision politique et son programme, et ça facilite les choses. Alors, deuxième point, une stratégie basée sur une forte complémentarité entre le parti et les associations. Et on a parlé du parti animaliste, on a parlé de PAZ, Paris Animaux Zoopolis, mais il y en a d'autres. Les associations sont aussi le bras armé du parti parce qu'ils mènent des actions concrètes. On le voit partout sur Paris avec leurs pancartes, là, interdire la pêche et autres. Mais PAZ n'est pas seul. Non. La Fondation 30 millions d'amis. La Fondation Brigitte Bardot, L214. Je cite que, parce que je ne vais pas citer toutes les associations qui interviennent, d'abord je ne les connais pas, mais ces associations-là, elles mènent des actions animalistes. Elles soutiennent les animalistes. Quand la Fondation 30 millions d'amis remet un prix à un étudiant diplômé de la fac de Limoges, droit animalier, on en reparlera tout à l'heure, qui a effectué une proposition sur l'interdiction de la pêche au vif, on lui a remis un prix, la Fondation 30 millions d'amis lui a remis un prix, le prix Jules Michelet. Vous chercherez sur Internet, je dis que la vérité. L214 relaye sur Facebook, sur son site et autres, des publications, des vidéos, notamment la vidéo de Guillotin, sur la pêche. Donc vous voyez, PAZ n'est pas seul. Ils peuvent s'appuyer sur un réseau associatif hyper important. Alors, ensuite, la stratégie de communication qui va avec, elle est souvent basée en mettant en avant des problèmes sociétaux liés aux animaux, je dirais des problèmes unanimement reconnus. Je veux dire par là, qui peut être contre les violences, la maltraitance des animaux dans les abattoirs ou dans les laboratoires? Personne, tout le monde est contre ça. Enfin, en tout cas, bon, moi, je suis contre le fait qu'on fasse souffrir un animal pour le plaisir avant de le tuer. Vous avez tous vu ces vidéos insupportables, bien évidemment. Qui peut défendre l'abandon des chiens, des chats dans la nature, ou encore la torture des animaux, comme les chevaux récemment? Qui peut cautionner ça? Personne. Tout le monde est évidemment animaliste dans ces conditions-là. Eh bien, on a tendance à mettre en avant sur le haut de la pile ces sujets-là, pour attirer des voix, pour intéresser les gens qui vont... Ils se déplacent au bureau de vote, ils ne savent pas pour qui ils vont voter, ils réfléchissent, ils voient un petit chien sur une affiche, ils regardent un petit peu le programme, ils disent « Ah bah oui, ces gens-là, oui, pourquoi pas, ils peuvent peut-être faire changer des choses au moins. Voilà, allez, on va voter pour eux. » Ils se servent du capital sympathie pour faire passer leurs idées les plus extrémistes. C'est ça le truc. Ils vont pas dire partout et faire des campagnes, on va arrêter d'abattre les rats dans Paris. Non. Non, c'est pas vendeur. Donc on met en avant des campagnes, évidemment que tout le monde trouve d'excellentes campagnes, et puis derrière on fait passer des idées extrémistes.
Alors, pourquoi le risque grandit, va grandir, et pourquoi ça peut monter? Bah, d'abord, il y a quand même un certain rejet de la classe politique, je dirais, traditionnelle. Hein. Mouvement des Gilets jaunes et autres, sentiment du tous pourri un peu persistant. Certains sont tentés finalement par le vote animaliste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, il y a un appui européen fort. On a vu, en Europe, il s'est déjà passé des choses, notamment sur la pêche au vif, dans d'autres pays, Allemagne, Suisse et autres. Donc ils peuvent se prévaloir de succès significatifs dans d'autres pays. Enfin, ils touchent des subventions. Ils ont des bons résultats aux élections, ils prennent de l'argent, ça contribue. L'argent, c'est le nerf de la guerre, avec un accroissement des adhérents, notable au niveau du parti, au niveau des associations. Tout ça, ça va dans le bon sens, donc ça va monter, ça va pas s'arrêter. Vous voyez, c'est pas parce qu'on va faire une manifestation à Paris où on va être quelques milliers de pêcheurs, tout au plus, pardon, et à la fin on va rentrer chez nous le soir. Qu'est-ce qui va se passer? La menace va continuer. Voilà. Puis on ne va pas passer 15 jours dans la rue à Paris pour se battre pour ça. Non. Ça m'étonnerait. Certains d'entre nous peut-être. Mais ça ne va pas changer la donne. C'est pas sur ce terrain-là. C'est pas sur ce terrain-là qu'on peut changer les choses. Ensuite, un tissu associatif hyper fort. On l'a vu, des associations qui communiquent, qui font parler d'elles. L214, la Fondation 30 millions d'amis, PAZ. Vous avez vu les méthodes de communication? Ils sont armés. Hein. Ils sont armés. Ils savent ce qu'ils font, ces gens-là. Ensuite, le vote animaliste et les récents succès aux élections donnent des idées à certains. Vous vous souvenez de ce que dit Hélène Touy? Notre but est double. Porter au pouvoir des animalistes sincères pour défendre la revendication animale, mais aussi convaincre l'ensemble des sensibilités politiques de s'emparer de la cause. Et oui, plus le vote animaliste pourra monter, plus il y aura des tentatives de récupération à droite à gauche. Ça, c'est risqué. Et ça, c'est un risque majeur. Ensuite, eh bien, il s'organise. Il y a un diplôme désormais à la fac de Limoges de droit animalier. Alors, ça ne veut pas dire forcément que tous ceux qui font du droit animalier sont animalistes. On a vu la position du jeune, je crois que son nom c'est Nicolas Pralon, hein, qui a fait il me semble, hein, j'espère pas écorcher son nom, qui a fait une proposition d'interdiction de la pêche au vif et qui a reçu le prix Jules Michelet par la Fondation 30 millions d'amis. Donc cette professionnalisation du droit animalier, en fait, c'est une source intéressante pour le parti. Ils pourront s'appuyer sur des compétences juridiques supplémentaires pour faire appliquer les lois, pour défendre, pour attaquer. Voyez, ils s'organisent aussi sur ce point-là. Et là, c'est un formidable potentiel pour faire avancer leurs idées. Là, je vais vous faire écouter la vidéo de la conseillère de le fichier audio de la conseillère Duška Marković. Je m'adresse vraiment à tous les jeunes. Si vous avez envie de faire quelque chose pour faire progresser la question des animaux, le véganisme, etc., il n'y a pas 4 milliards de solutions. Il faut choisir des métiers dans lesquels on peut avoir un pouvoir d'influence. Il faut aller dans les médias, il faut aller dans le droit, il faut aller dans la médecine, il faut aller dans l'enseignement, et il faut aller en politique. Il faut absolument que l'on arrive à être dans tous les corps de métier qui sont décisionnaires. Si vous n'avez pas des magistrats, des avocats, des juges qui sont là pour faire appliquer la loi, ça sert à rien. Vous voyez, sa position, la stratégie est intelligente. Il faut aussi mettre des gens un peu partout, noyauter tous les espaces de pouvoir. Diplôme de droit animalier, c'est du pain béni pour eux, c'est du pain béni. Donc voyez pourquoi ça va monter. Pour toutes les raisons que je viens de citer. Toutes les raisons. Alors ensuite, quelles sont les villes à risque?
Bah, les villes à risque, c'est les villes que je vous ai présentées tout à l'heure, hein, c'est les 12 villes, là, évidemment, où il y a déjà des élus. Boulogne-Billancourt, Fontenay-aux-Roses, Grenoble, Melun, Montpellier, Nantes, Paris, Rambouillet, Saint-Denis, Vitrolles, Brétigny-sur-Orge. Mais aussi toutes les autres villes où il y a eu des réflexions, des listes, là où en fait le parti animaliste est présent, s'organise un peu partout. Alors à ces listes-là, à ces villes-là, vous voyez, il n'y a pas Bordeaux non plus, et il n'y a pas Toulouse. Voilà. Toulouse, pourquoi Toulouse? Bah, parce que Amandine Sanvicenne, hein, la responsable de l'association, la présidente de l'association Paz, elle est de Toulouse. Je dis ça, je dis rien. Bordeaux, l'avocate Hélène Touy, coprésidente du parti animaliste, bordelaise. Donc ça, c'est les principaux risques. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, on a démontré quoi? On a démontré que les animalistes et la pêche, c'est philosophiquement, idéologiquement impossible de cohabiter. Donc ils veulent demander l'interdiction de la pêche. Mais ça, je crois que beaucoup l'ont relayé, il y a eu plein de publications, j'ai vu plein de publications là-dessus. Maintenant, je crois que c'est ancré dans votre esprit. Vous êtes pêcheur au coup, vous faites du no-kill, vous pêchez au feeder, vous pêchez à la mouche, vous pêchez le silure, vous êtes en danger, votre passion est en danger, sachez-le. On a démontré également que ce parti disposait d'une vraie stratégie politique qui repose sur 4 piliers. Une logique d'alliance uniquement s'ils sont certains de pouvoir avoir des garanties, s'ils peuvent réellement faire passer leurs idées. Une volonté énoncée, hein, ils le disent, de vouloir convaincre et étendre leurs idées au-delà de leur propre parti. Troisièmement, une stratégie qui repose sur le bras armé des élus municipaux et des associations. Et quatrièmement, enfin, une stratégie qui repose sur l'affichage de combats, créant un consensus évident. Hein, l'histoire de la maltraitance dans les laboratoires, dans les abattoirs également, eh bien, voilà, on met ça en avant, et puis derrière, on cache, dans le fond, les idées les plus extrêmes. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura encore éclairé, hein, sur le danger des animalistes et des associations affiliées qui mènent des actions contre la pêche. On est rentré plus dans le détail, on a vu, on s'est placé d'un point de vue idéologique, philosophique, on s'est placé d'un point de vue politique, et on s'est placé d'un point de vue terrain, local, municipal. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ça? Ben, comme je l'ai dit, une manifestation, oui, c'est une bonne chose. Ça permettra de sensibiliser aussi sur le fait que les pêcheurs sont unis, et ainsi de suite. Voilà. Mais au-delà de ça, ça ne suffit pas. Quand vous écoutez ce que je vous dis là, vous comprenez bien qu'il y a une arme de guerre qui est en marche. C'est sur ces terrains-là. C'est un combat politique. Ils mènent un combat politique. Ils mènent un combat politique. C'est sur ce terrain-là qu'on doit les combattre. Alors on a des organes pour faire ça. On a notamment un organe national de la pêche, qui s'appelle la FNPF. C'est à eux de mener ce combat. Alors, moi je lis sur Internet, je vois comme tout le monde, hein, sur les réseaux. Pourquoi restons-nous muets devant des provocations? Je ne sais pas. Stratégie de communication, stratégies diverses et variées, j'en sais rien. J'ai demandé à la juriste de la FNPF
Je vais poser la question. Est-ce qu'il y a des actions en justice, en cours? Est-ce qu'il y a des actions qui vont être menées sur les fake news qu'on voit partout, même à la télé, BFM TV et autres? Aucune réaction. Rien. Bon, ils n'ont pas à me répondre. Petit pêcheur lambda, moi, je paye ma carte de pêche, voilà. Je fais des vidéos YouTube pour vous expliquer les choses. Ils n'ont pas à me répondre. J'ai pas de souci. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils répondent à tout le monde. Il va falloir qu'ils répondent à leur employeur, les pêcheurs, dans la globalité. Alors voilà, être unis, c'est aussi être unis par le haut. Hein. Qui organise cette union des pêcheurs? Moi, je vous le demande. Je ne sais pas. Voilà. Après, la FNPF a peut-être toutes ses raisons. Je ne demande qu'à comprendre. Je ne sais pas. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que ça vous a éclairé sur les animalistes, que vous avez compris pourquoi et comment et quelle est leur stratégie pour interdire la pêche. Vous voyez que ça se joue politiquement. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée.